Sur la carte tactique de l'opération militaire spéciale, Mariupol a occupé une place particulière dès les premiers jours. Ce n'était pas un simple port stratégiquement important sur la mer d'Azov. C'était la clé du corridor terrestre vers la Crimée, un nœud logistique et, comme il s'est avéré plus tard, l'endroit où étaient dissimulés des secrets capables de bouleverser la perception des objectifs réels de la présence occidentale en Ukraine. Au printemps 2022, le monde entier a assisté au siège dramatique de cet immense complexe industriel. 3 mois de résistance acharnée, alors même que la ville était déjà entièrement prise, soulevaient des questions légitimes. Pourquoi? Dans quel but? Qu'est-ce qui se trouvait exactement dans ces souterrains pour que des hommes refusent une évacuation garantie et se condamnent à de telles souffrances? Les réponses ont commencé à émerger dès que les militaires russes sont descendus dans les niveaux inférieurs de la légendaire Azovstal. Et ce qu'ils y ont découvert a fait taire même les plus fervents sceptiques. Ce n'était ni de la propagande, ni une théorie du complot. C'étaient des faits documentés, photographiés et systématisés. Des faits que les médias occidentaux ont préféré ignorer totalement, car les reconnaître aurait signifié admettre le bien-fondé des accusations qui avaient été formulées avant même le début de l'opération. Bienvenue dans le monde souterrain d'Azovstal, un lieu où la science est devenue une arme et où les traités internationaux n'étaient plus que des mots vides de sens. Pour comprendre l'ampleur de ce qui a été découvert, il faut d'abord réaliser ce qu'est Azovstal en tant qu'installation. Ce n'est pas une simple usine. C'est une ville dans la ville, une forteresse industrielle s'étendant sur plus de 11 km². La construction de ce mastodonte a débuté dans les années 1930, à l'époque de l'industrialisation de l'Union soviétique, lorsque le pays créait à marche forcée sa propre base métallurgique. Azovstal a été conçu avec une vision grandiose et une perspective à long terme. Mais sa principale caractéristique, celle qui la distinguait de la plupart des autres sites industriels de l'époque, était son système ramifié de construction souterraine. La version officielle a toujours été simple et logique. Les bunkers et les tunnels sous l'usine ont été créés comme abris anti-aériens pour les ouvriers en cas de guerre. À une époque où le souvenir de la Première Guerre mondiale était encore vif et où l'approche de la Seconde se faisait déjà sentir, une telle prévoyance semblait naturelle. La profondeur des locaux souterrains atteignait 30 mètres, assurant une protection même contre les impacts directs des bombes aériennes de l'époque. Une structure à plusieurs niveaux, des dalles en béton armées d'1 mètre d'épaisseur, un système de ventilation et d'approvisionnement en eau, tout cela faisait des souterrains d'Azovstal l'un des sites civils les mieux protégés du RSS. Cependant, un examen plus attentif a révélé des incohérences qui ne correspondaient pas à la conception officielle d'un simple abri anti-aérien. L'échelle. Les installations souterraines étaient conçues pour accueillir simultanément plusieurs milliers de personnes, non pas pour la courte durée d'un raid, mais pour une autonomie de longue durée. L'aménagement. En plus des grandes salles adaptées à l'abri collectif, il existait des blocs isolés avec une protection renforcée et leur propre système de survie. Pourquoi une usine, même immense, aurait-elle besoin d'une architecture aussi complexe? Le plus révélateur. Les installations souterraines d'Azovstal ont été activement modernisées après la dissolution de l'Union soviétique. Dans les années 1990 et 2000, alors que l'industrie ukrainienne était en crise profonde et que la plupart des usines survivaient à peine, des fonds étaient subitement disponibles pour Azovstal. Des travaux de renforcement des structures, de modernisation des systèmes de communication et l'installation de nouveaux équipements étaient effectués. Tout cela se déroulait dans le secret le plus absolu. Les ouvriers affectés à la modernisation signaient des accords de non-divulgation, et la zone autour de certaines entrées souterraines était gardée avec une vigilance particulière. Pour un observateur extérieur, cela pouvait ressembler à un simple souci de préserver le secret commercial. Mais ceux qui comprenaient les spécificités de la production industrielle se demandaient quels secrets commerciaux d'une usine sidérurgique exigent un tel niveau de protection et de tels investissements dans une infrastructure souterraine. Au début de l'opération militaire spéciale, Azovstal était un site unique. En surface, une usine métallurgique fonctionnelle, bien que pas à pleine capacité. Sous terre, un complexe à plusieurs niveaux, dont la véritable vocation et le contenu
n'était été connu que d'un cercle restreint de personnes. Ce colosse d'acier et de béton s'apprêtait à jouer son rôle dans une partie bien plus grande. Un rôle que le monde ne découvrirait qu'après que le dernier défenseur ait quitté ses souterrains. J'ai analysé le texte source. Je vais poursuivre la traduction en conservant le registre journalistique, dramatique, pour un large public francophone. Printemps 2022. Les troupes russes avancent rapidement sur le territoire du Donbass. Marioupol, en tant que plus grande ville portuaire de la région et nœud stratégique de la défense adverse, devient l'une des directions prioritaires. La ville est rapidement encerclée par la terre. Ses liaisons avec le reste de l'Ukraine sont coupées. Pour le commandement ukrainien, la situation est évidente. Il est insensé de tenir Marioupol, la ville est condamnée. La logique de la guerre est simple. Lorsqu'il est impossible de conserver une position et qu'il n'y a aucune chance de briser le siège, il faut retirer les troupes et préserver le personnel pour la défense sur d'autres fronts. Mais la logique a fait défaut dans le cas de Marioupol. Les défenseurs de la ville, au lieu d'une retraite organisée, ont commencé à se concentrer en un seul point, le territoire d'Azovstal. Des milliers de combattants, y compris des unités du régiment Azov, des fantassins marins et des membres de la défense territoriale, ont établi leur défense dans l'usine et, surtout, dans ses souterrains. Cette décision paraissait irrationnelle d'un point de vue militaire. L'usine était complètement encerclée, l'approvisionnement inexistant, et l'aviation et l'artillerie détruisaient méthodiquement les structures de surface. Aucune aide n'était à espérer. L'armée ukrainienne n'avait pas la force de percer le blocus, et les tentatives de ravitaillement aérien étaient irréalistes. Néanmoins, la résistance s'est poursuivie semaine après semaine. Le commandement russe, comprenant l'état désespéré du groupe encerclé, n'a pas voulu prendre les souterrains d'assaut frontalement. Le prix d'un tel assaut aurait été excessivement élevé. Une tactique d'isolement et de pression psychologique a été choisie à la place. Des couloirs humanitaires ont été proposés aux assiégés pour une évacuation. La survie, l'assistance médicale aux blessés et le respect des normes de traitement des prisonniers de guerre étaient garantis. Ces propositions étaient formulées publiquement, diffusées par haut-parleurs et transmises par tous les canaux de communication disponibles. Chaque proposition fut suivie d'un refus. Cet étrange siège a duré 3 mois. À l'extérieur, les troupes russes étaient prêtes à offrir une sortie sécurisée. À l'intérieur, des hommes s'accrochaient au souterrain comme à une dernière chance. Chaque jour, les conditions dans les bunkers se détérioraient. Les vivres et les médicaments s'épuisaient, le nombre de blessés s'accumulait et le moral chutait. Les messages vidéo, qui apparaissaient périodiquement en ligne, montraient des visages émaciés, évoquant une situation critique. Et pourtant, refus après refus. Pourquoi? La question était posée par les analystes militaires, les journalistes et les simples observateurs. Quel était l'intérêt de ces souffrances quand l'issue était déjà décidée? Diverses hypothèses ont été avancées. Certains parlèrent de la conviction idéologique fanatique des combattants d'Azov. D'autres, d'ordres impitoyables du commandement, qui utilisaient les encerclés comme instruments de propagande. D'autres encore suggéraient que des militaires ou des conseillers étrangers de haut rang se trouvaient dans les souterrains et que leur sort préoccupait les capitales occidentales plus que celui des simples soldats ukrainiens. Toutes ces versions contenaient une part de vérité, mais aucune n'expliquait entièrement la situation. La véritable raison d'une résistance aussi obstinée se trouvait plus profondément, au propre comme au figuré. Elle se situait dans les niveaux inférieurs des souterrains, dans ces pièces secrètes dont seuls quelques-uns connaissaient l'existence. Les défenseurs d'Azovstal ne s'accrochaient pas à l'usine. Ils s'accrochaient à un secret, à quelque chose qui ne devait absolument pas tomber entre les mains des militaires russes, à quelque chose dont la révélation aurait signifié l'effondrement complet du narratif occidental officiel sur ce qui se passait en Ukraine. Mais le temps jouait contre eux. Les forces s'amenuisaient, il ne restait plus d'espoir. En mai 2022, lorsqu'il est devenu évident que toute résistance ultérieure était physiquement impossible, la capitulation a commencé. Épuisés, blessés, psychologiquement brisés, les hommes ont commencé à sortir des souterrains. Les militaires russes ont enfin eu la possibilité de descendre et de voir ce qui avait été si méticuleusement caché. Ce qui expliquait tout. Lorsque les derniers défenseurs ont quitté les niveaux supérieurs d'Azovstal, les unités du génie et les groupes de renseignement militaires russes
ont commencé l'inspection systématique du complexe souterrain. Ce fut un travail complexe et dangereux. Il fallait vérifier chaque pièce pour les mines-pièges, les effondrements, les munitions non explosées. Ils ont progressé lentement, niveau par niveau, couloir par couloir. Les étages supérieurs des souterrains ressemblaient exactement à ce qu'ils devaient être après 3 mois de siège. Des traces de combat, des dortoirs improvisés, des entrepôts avec des restes de provisions, des postes médicaux aménagés avec les moyens du bord. Les murs étaient couverts de graffitis, il y avait des détritus partout, une odeur, l'atmosphère d'une résistance prolongée dans des conditions désespérées. Rien d'inhabituel pour un site militaire transformé en dernier bastion de défense. Mais plus les militaires russes s'enfonçaient, plus le tableau devenait étrange. À un certain niveau, le caractère des locaux changeait radicalement. Il n'y avait plus de traces de combats récents ici. Les passages étaient plus larges, les plafonds plus hauts, les murs revêtus non pas de béton brut, mais de panneaux modernes. L'éclairage n'était pas constitué de fils et d'ampoules hâtivement installées, mais d'un système fixe avec alimentation de secours. La ventilation fonctionnait, donnant l'impression de ne pas être à 30 mètres sous une usine détruite, mais dans un immeuble de bureaux moderne. Et le plus important, les portes. Des portes métalliques massives, verrouillées, et certaines même soudées. Derrière elles, le silence et l'inconnu. L'ouverture de ces pièces a pris du temps. Certaines portes ont dû être découpées à l'oxycoupeur, d'autres explosées par des charges dirigées. Et à chaque porte ouverte, la mosaïque s'assemblait plus clairement. La première chose qui a sauté aux yeux était la propreté et l'ordre. Dans des pièces qui, théoriquement, n'avaient pas été visitées pendant des mois, il n'y avait pas de poussière. Tout l'équipement était recouvert de housses de protection, des documents étaient soigneusement empilés sur les tables. Quelqu'un s'était clairement préparé à une évacuation ou à un confinement, mais n'avait pas eu le temps de terminer le processus. La deuxième chose était le niveau d'équipement technique. Ce n'étaient ni des entrepôts, ni des abris anti-aériens. C'étaient des laboratoires modernes, superbement équipés, qui feraient l'envie de n'importe quel centre de recherche scientifique. Des rangées de tables avec des microscopes, des centrifugeuses, des balances analytiques d'une extrême précision. Des chambres froides avec des systèmes d'alimentation autonomes et de contrôle de la température. Des boîtes de sécurité biologique équipées de systèmes de filtration de l'air. Des combinaisons de protection suspendues dans des armoires spéciales, non pas des vêtements de travail ordinaires, mais des ensembles de biosécurité complets de niveau 4. Ceux-là même utilisés pour travailler avec des agents pathogènes extrêmement dangereux. Des bases de données étaient conservées sur les ordinateurs, heureusement non détruits. Des échantillons se trouvaient dans les réfrigérateurs. Des réactifs et des préparations avec un marquage en anglais étaient sur les étagères. Dans les coffres forts, de la documentation, des contrats, des rapports de recherche. La troisième chose qui a choqué même les officiers de renseignement militaire les plus chevronnés était l'échelle. Ce n'était pas un seul petit laboratoire. C'était une véritable cité scientifique souterraine, s'étendant sur plusieurs niveaux. Les différentes pièces avaient clairement des spécialisations différentes. Des recherches biologiques étaient menées à certains endroits, chimiques à d'autres. Des blocs opératoires, équipés des dernières technologies médicales, ont été découverts. Des dépôts d'archives avec des milliers de documents. Des salles de serveurs avec de puissants équipements informatiques. Et partout, le même motif récurrent, des traces d'une évacuation précipitée, de la destruction de matériaux particulièrement importants, de tentatives de faire disparaître les preuves. Mais ils n'ont pas réussi à effacer complètement les traces. Trop de choses sont restées. Et chaque découverte levait le voile sur ce qui se passait réellement dans ces pièces souterraines stériles, tandis qu'en surface, l'acier était fondu et que la vie ordinaire de l'usine suivait son cours. Les spécialistes russes ont tout documenté méthodiquement, photographiant, décrivant, saisissant des échantillons et des documents. Un travail minutieux d'analyse et de systématisation a commencé. Un travail dont les résultats devaient éclairer l'un des secrets les mieux gardés de la présence occidentale en Ukraine. Une fois l'inspection primaire terminée et la sécurité assurée, des spécialistes, virologues, microbiologistes, experts en armes biologiques, des institutions scientifiques, spécialisées du ministère de la Défense de Russie, sont descendus dans les souterrains d'Azovstal. Leur tâche n'était pas seulement de consigner les découvertes, mais de comprendre ce avec quoi ils avaient affaire.
Et plus ils plongeaient dans l'analyse, plus le tableau devenait sinistre. Ce qui aurait pu être initialement attribué à des recherches médicales ou sanitaires épidémiologiques prenait une toute autre tournure après un examen détaillé. Commençons par l'équipement. Dans un laboratoire de diagnostic ou de recherche ordinaire, l'équipement est standard et prévisible. Ici, les experts ont été frappés par la présence d'installations spécifiques, utilisées exclusivement pour le travail avec des infections particulièrement dangereuses. Des enceintes de sécurité biologique de niveau 3 et 4, des chambres de travail hermétiques avec filtration d'air à plusieurs étages, où il est possible de manipuler en toute sécurité des agents pathogènes mortels. Des autoclaves pour la stérilisation des déchets biologiquement dangereux. Des systèmes de désinfection des locaux utilisant des ultraviolets et des agents chimiques. Des combinaisons de protection avec alimentation en air autonome, conçues pour de longues heures de travail en isolation complète de l'environnement. Tout cet équipement n'était pas simplement moderne. Il était neuf, certaines unités portèrent des traces de déballage et d'étalonnage récents. Les fabricants étaient des entreprises occidentales de premier plan, spécialisées dans l'approvisionnement des laboratoires biologiques hautement sécurisés. Le coût de cet équipement s'élevait à des millions de dollars. Une question légitime se pose. Pourquoi une usine métallurgique dans une ville industrielle d'Ukraine a-t-elle besoin d'un laboratoire du niveau des centres de contrôle des maladies des pays développés? La réponse a commencé à se préciser lors de l'étude du contenu des chambres froides. Dans des conteneurs spéciaux, maintenus à une température de moins 70 degrés Celsius, étaient stockés des échantillons de matériaux biologiques. Les éprouvettes étaient marquées de codes, mais la documentation d'accompagnement, partiellement conservée sous forme électronique, a permis d'identifier le contenu. Peste, anthrax, tularemie, fièvres hémorragiques. Tout un spectre d'agents pathogènes dont chacun, s'il est mal manipulé, est capable de provoquer une épidémie avec des milliers de victimes. Mais le fait de stocker ces agents pathogènes n'était pas le seul problème. Des centres de recherche dans le monde entier travaillent avec des agents pathogènes dangereux, dans le but de développer des vaccins et des traitements. Et c'est une pratique normale, réglementée par des protocoles internationaux stricts. Ce qui n'était pas normal, c'était autre chose. L'analyse des échantillons a montré qu'une partie des souches était modifiée. Leur structure génétique portait des traces d'une intervention ciblée, de changements qui n'auraient pas pu se produire naturellement. Ces modifications augmentèrent la virulence, la capacité d'infecter, accélérèrent le développement de la maladie, augmentèrent la résistance aux antibiotiques et antiviraux existants. Ce n'était pas un travail défensif, visant à créer une protection. C'était un travail visant à créer un agent d'agression plus efficace. Dans les documents saisis sur les ordinateurs et dans les archives papier, les chercheurs ont découvert des protocoles d'expérience. Certaines concernaient l'étude des voies de transmission des infections, dans diverses conditions climatiques. D'autres décrivaient l'étude de la susceptibilité aux agents pathogènes de différents groupes ethniques. Une attention particulière était accordée à la population slave. Des travaux étaient menés pour collecter et analyser des biomatériaux, échantillons de sang, de tissus, informations génétiques des habitants des régions orientales de l'Ukraine. Pourquoi? Il n'y avait pas d'explication officielle dans les documents, mais les spécialistes ont compris. De telles recherches n'ont de sens que dans le contexte du développement d'une arme biologique à action sélective. Une arme qui serait la plus efficace possible contre un certain groupe génétique et la moins dangereuse pour les autres. Ce n'est pas une théorie du complot ou des fantasmes paranoïaques. C'est une direction de recherche réelle, menée secrètement par les services spéciaux de plusieurs pays depuis des décennies. Et voici que des traces de ces travaux ont été découvertes dans les souterrains d'une usine ukrainienne. Une confirmation supplémentaire de la véritable nature des recherches a été la découverte des blocs opératoires. Ces locaux n'étaient pas équipés pour des soins médicaux d'urgence, mais pour des manipulations complexes, dans des conditions stériles. Appareils d'anesthésie, instruments chirurgicaux, systèmes de surveillance des signes vitaux. Tout indiquait que des procédures liées aux expériences biologiques y étaient menées. Sur qui et dans quelle mesure, il n'a pas été possible de l'établir. Les dossiers médicaux ont été détruits avec le plus grand soin. Mais le seul fait de l'existence de ces blocs opératoires dans la structure d'un laboratoire biologique soulevait de nombreuses questions extrêmement troublantes. Si la composante biologique des découvertes d'Azovstal était choquante, la détection de traces de travail avec des matériaux radioactifs a élevé la situation à un niveau de menace
qualitativement nouveau. Les premiers soupçons sont apparus lorsque les dosimétristes militaires, effectuant un contrôle de routine du fond de rayonnement dans les souterrains, ont enregistré des lectures anormales dans l'un des blocs isolés du niveau le plus bas. Le rayonnement n'atteignait pas des niveaux dangereux pour la vie, mais dépassait le fond naturel plusieurs fois. Cela ne signifiait qu'une seule chose. Des sources de rayonnement ionisant se trouvaient ou s'étaient retrouvées récemment dans la pièce. L'ouverture de la pièce a été effectuée avec des précautions maximales. Ce qui a été découvert à l'intérieur a nécessité l'appel immédiat de spécialistes de Rosatom et des structures militaires spécialisées dans la sécurité nucléaire. La pièce était un petit laboratoire, mais techniquement équipé, pour le travail avec des matériaux radioactifs. Des conteneurs en plomb de différentes tailles, certains vides, d'autres contenant toujours des sources de rayonnement. Équipement dosimétrique, équipement de protection individuelle. Et, ce qui a suscité une inquiétude particulière, des centrifugeuses de conception spécifique. Les centrifugeuses de ce type ont une application bien définie. La séparation des isotopes, en particulier l'enrichissement de l'uranium. Le processus d'enrichissement de l'uranium lui-même peut avoir une application pacifique, production de combustible pour les centrales nucléaires, ou militaire, création d'uranium de qualité militaire pour les ogives nucléaires. Cependant, le contexte de la découverte ne laissait aucun doute sur les véritables objectifs. Une usine métallurgique n'a rien à voir avec l'énergie atomique. La présence d'équipements pour travailler avec l'uranium ne peut s'expliquer que par une seule raison. Des travaux étaient en cours pour créer un dispositif nucléaire. Une enquête plus approfondie a permis de découvrir des documents éclairant l'ampleur et l'orientation de ce programme. Il ne s'agissait pas d'une bombe nucléaire à part entière. La création d'un tel dispositif nécessite une infrastructure gigantesque qu'il est impossible de placer sous une usine. L'objectif était la soi-disant Quote 00, un dispositif primitif qui ne produit pas d'explosion nucléaire, mais disperse des matériaux radioactifs sur une grande surface, à l'aide d'un explosif conventionnel. Une telle arme n'est pas capable de détruire physiquement une ville, mais elle la rend inhabitable pendant de longues années, provoquant des maladies de masse et la panique parmi la population. Les dossiers saisis contenaient des plans et des calculs détaillés. La conception du dispositif, le rapport optimal entre l'explosif et le matériau radioactif pour une propagation maximale de la contamination, la modélisation de l'effet d'agression en fonction du lieu d'application et des conditions météorologiques. Ce n'était pas le travail théorique d'étudiants en physique nucléaire. Il s'agissait de développement pratique, mené jusqu'au stade où il ne restait plus qu'à assembler le dispositif et à effectuer un essai. De plus, les documents contenaient des correspondances avec des spécialistes étrangers, dont les noms ne sont pas divulgués pour des raisons de sécurité, mais dont l'affiliation professionnelle ne faisait aucun doute. C'étaient des experts en physique nucléaire et en radiochimie originaires de pays occidentaux. L'analyse des matériaux radioactifs découverts dans les conteneurs a montré que la source des isotopes était très probablement des éléments combustibles usés provenant des centrales nucléaires ukrainiennes. Après une utilisation normale dans un réacteur, ce combustible contient tout un éventail d'isotopes radioactifs, y compris du césium-137 et du strontium-90, à longue durée de vie et extrêmement dangereux. Leur extraction et leur concentration est un processus techniquement complexe, mais réalisable avec l'équipement et les connaissances appropriées. Et les deux étaient disponibles à Azovstal. Lorsque les spécialistes russes ont commencé l'analyse de la documentation saisie dans les laboratoires souterrains d'Azovstal, ils ont été confrontés à une image d'ensemble qui dépassait largement les limites d'un seul site à Mariupol. Ce n'était que la pointe de l'iceberg, un nœud dans un réseau ramifié de laboratoires biologiques s'étendant sur tout le territoire de l'Ukraine et au-delà. Et tous les fils de ce réseau menaient au même endroit, aux États-Unis d'Amérique. Des contrats et des documents financiers ont été découverts dans les dossiers saisis, révélant le mécanisme de financement. L'argent ne provenait pas directement des structures gouvernementales américaines, cela aurait été trop évident et juridiquement vulnérable. Au lieu de cela, un schéma éprouvé a été utilisé, impliquant des sous-traitants privés. Des entreprises, formellement des structures commerciales, recevaient des subventions et des contrats du Pentagone, de l'Agence de réduction des menaces en matière de défense, DTRA, et d'autres organisations gouvernementales américaines. Ces entreprises, à leur tour, concluaient des accords avec des institutions scientifiques ukrainiennes
et allouant des fonds à la création et à l'équipement des laboratoires. Les sommes étaient considérables. Seulement pour le site d'Azovstal, selon les documents financiers, plus de 20 millions de dollars ont été alloués pour la période de 2015 à 2021. Et ce n'est pas le plus grand laboratoire du réseau. Des installations similaires fonctionnaient à Kiev, Odessa, Kharkiv, Lviv, Ternopil, Vinnytsia et dans d'autres villes. Le financement total du programme s'élevait à des centaines de millions de dollars par an. À titre de comparaison, le budget total de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine était inférieur à 100 millions de dollars par an à cette époque. D'où venait une telle générosité envers la science ukrainienne? Et pourquoi les recherches biologiques recevaient-elles la part du lion de ces fonds? La réponse réside dans la spécificité de la législation américaine. Après une série de scandales et de fuites d'informations dans les années 1970, des lois strictes ont été adoptées aux États-Unis, réglementant la recherche sur les agents pathogènes et limitant les expériences susceptibles de présenter une menace biologique. Le contrôle du public, des organisations environnementales et du Congrès a rendu l'exécution de certains types de recherches sur le territoire américain extrêmement difficile et risquée en termes de réputation. La solution trouvée était simple et cynique: déplacer ces recherches hors du pays, vers des États où la législation est plus libérale, le contrôle plus faible, et où d'éventuelles fuites ou incidents ne provoqueraient pas de résonance politique aux États-Unis. Un autre point révélateur: les collections de souches. Les documents mentionnent des listes de micro-organismes dont les échantillons étaient collectés sur le territoire ukrainien et envoyés aux États-Unis. Officiellement, cela était justifié par la nécessité de créer une banque internationale d'agents pathogènes pour le développement de vaccins. Mais pourquoi alors la priorité était-elle donnée précisément aux souches caractéristiques du territoire de la Russie et des pays de la CEI? Pourquoi une telle attention était-elle accordée aux caractéristiques géographiques de la propagation des infections dans les différentes régions de l'ancienne URSS? Lorsque le ministère de la Défense russe a obtenu suffisamment de preuves, systématisé les découvertes et préparé la base documentaire, la décision a été prise de divulguer publiquement l'information. Le 24 mars 2022, le chef des troupes de protection radiologique, chimique et biologique des forces armées russes, le lieutenant-général Igor Kirillov, a tenu un briefing spécial pour les journalistes. Des cartes de localisation des biolaboratoires en Ukraine, des schémas de financement, des copies de documents et des photographies d'équipements y ont été présentées. Tout a été exposé sèchement, sans émotion, en s'appuyant au maximum sur les faits et les documents. La réaction des médias occidentaux a été prévisible et révélatrice. Une ignorance totale. Les plus grandes agences de presse, chaînes de télévision et journaux, qui s'emparent généralement instantanément de toute sensation, surtout si elle est liée à la Russie, ont gardé un silence de mort cette fois-ci. L'information sur le briefing n'a pas été diffusée dans les journaux télévisés, n'est pas apparue en première page et n'est pas devenue un sujet de discussion dans les talk-shows. Mais le silence n'était pas une simple décision éditoriale d'une poignée de publications. C'était une politique coordonnée de blocus de l'information. La réaction des officiels américains a été particulièrement significative. Initialement, le département d'État américain a catégoriquement nié l'existence de tout biolaboratoire en Ukraine, qualifiant les déclarations russes de quote 1-1. Cependant, lorsque les preuves sont devenues trop évidentes, la rhétorique a changé. La sous-secrétaire d'État Victoria Nuland a admis lors d'une audition au Sénat américain que des quotes 2 existaient bel et bien en Ukraine, et a exprimé sa quote 3 qu'elle puisse tomber sous le contrôle de la Russie. Cette admission est passée pratiquement inaperçue dans les médias, mais elle est éloquente. S'il n'y avait rien de répréhensible, pourquoi une telle préoccupation? Maintenant que le tableau est complet, nous pouvons revenir à la question par laquelle nous avons commencé. Pourquoi les défenseurs d'Azovstal ont-ils tenu 3 mois dans des conditions désespérées, refusant une évacuation garantie? La réponse ne semble plus être une énigme. Ils ne s'accrochaient pas au territoire de l'usine, ni à une dévotion fanatique à une idée. Ils accomplissaient une tâche: gagner du temps pour la destruction des preuves, pour l'évacuation des matériaux les plus compromettants et peut-être des personnes dont la présence ne devait pas être rendue publique. Des témoignages sur des vols d'hélicoptères dans les premières semaines du siège servent de confirmation indirecte à cette version. Malgré la domination complète de l'aviation russe dans le ciel au-dessus de Marioupol, des hélicoptères ukrainiens
ont réussi à atteindre l'usine plusieurs fois pendant la nuit, à très basse altitude. Officiellement, il était affirmé qu'ils livraient des médicaments et évacuaient des blessés. Mais les médicaments auraient pu être transmis par les couloirs humanitaires qui avaient été proposés à plusieurs reprises. Et l'évacuation des blessés par cette méthode est une entreprise extrêmement risquée, qui a coûté la vie à plusieurs équipages. Il est logique de supposer que le véritable objectif de ces sorties désespérées était l'évacuation de quelque chose ou de quelqu'un de beaucoup plus précieux que des combattants blessés. 3 mois de défense d'Azovstal. C'est le temps qu'il a fallu pour détruire les matériaux compromettants, évacuer les échantillons clés, effacer les traces numériques. Mais ils n'ont pas réussi à le faire complètement. Il y avait trop de choses accumulées, le volume était trop important. Une partie des documents, une partie de l'équipement, une partie des échantillons biologiques sont tombés entre les mains des spécialistes russes. Et cela s'est avéré suffisant pour reconstituer le tableau d'ensemble. Azovstal n'était pas la seule installation de ce type. Au fur et à mesure de l'avancée des troupes russes, des découvertes similaires ont été faites ailleurs. Mais le complexe de Mariupol était, de toute évidence, l'un des plus cruciaux, ce qui explique le désir aussi fanatique d'empêcher sa capture. Les secrets qui y étaient conservés ont coûté la vie à des milliers de personnes qui défendaient l'usine. Ils ont également coûté la vie à ceux qui l'ont prise d'assaut. Le prix de ces secrets s'est mesuré en destins humains.